Mes parents ont donné mon loft rénové à mon frère après son divorce, prétendant qu'il traversait une période difficile et que je devais encaisser le coup. J'ai donc déclenché le verrouillage de sécurité intelligent et appelé les flics. Je venais de passer 2 semaines éreintantes sur un chantier de construction commerciale près de Lyon, aux prises avec des chaînes d'approvisionnement retardées, des sous-traitants incompétents et une canicule qui semblait vouloir faire fondre les poutres d'acier en flaques. Tout ce que je désirais, c'était une douche chaude, un grand verre d'Armagnac et le silence absolu de mon propre chez-moi. Je traîne mon sac de voyage dans le couloir industriel sombre de mon immeuble. L'odeur familière de la vieille brique et du café torréfié du café en bas agit comme un signal pour mon cerveau, lui indiquant que j'avais enfin terminé ma journée. Je m'arrête devant ma porte, une lourde porte en acier peinte en noir mat, ma fierté et ma joie. Je tends la main et tapote la surface en verre du clavier de la serrure intelligente. Les chiffres s'illuminent d'une lueur blanche et nette. Je saisis mon code à 6 chiffres. La serrure clignote en rouge. Une douce voix automatisée annonce « Accès refusé ». Je m'arrête, luttant contre la fatigue du voyage. Peut-être ai-je appuyé sur la mauvaise touche. Mes doigts sont raides à cause du vol. Je prends une profonde inspiration, roule des épaules et saisis à nouveau le code, plus lentement cette fois, en m'assurant que chaque pression est enregistrée. Lumière rouge. Accès refusé. Code maître annulé. Les mots ne me parviennent pas immédiatement. Code maître annulé. En tant qu'ingénieur civil et entrepreneur général, je ne crois pas aux fantômes dans la machine. Les systèmes font ce pourquoi ils sont programmés. Si le code maître a été annulé, un être humain physique disposant d'un accès de secours a contourné manuellement les protocoles de sécurité numérique. Je reste dans le couloir silencieux, fixant le panneau numérique. Je ne frappe pas à la porte. Je ne crie pas. Mes mains ne tremblent pas. Au lieu de cela, une clarté froide et lourde s'installe au creux de mon estomac. Je plonge la main dans la poche de ma veste, sors mon téléphone et compose le numéro de ma mère. Elle décroche à la 2e sonnerie, sa voix vive, enjouée et bien trop joyeuse pour un jeudi soir. Vincent, mon chéri, gazouille-t-elle. Je suis si contente que tu appelles. Je voulais te contacter plus tôt cette semaine, mais les choses ont été complètement hors de contrôle par ici. Je garde ma voix parfaitement calme. Maman, pourquoi le code maître de la porte de mon appartement est-il annulé? Il y a une légère pause à l'autre bout du fil. Le genre de pause que les gens font lorsqu'ils se préparent à un impact qu'ils savent inévitable mais espèrent encore esquiver. Eh bien, commence-t-elle, son ton changeant pour ce registre mielleux qu'elle utilise toujours lorsqu'elle essaie de désamorcer une catastrophe. C'est justement de ça que je voulais te parler. Nous avons dû y installer Adrien. Je fixe la porte en acier noir. Adrien, mon frère de 25 ans. De quoi parles-tu, demandai-je, les mots secs et durs. Oh, Vincent, essaie d'avoir un peu de compassion, soupire-t-elle instantanément, jouant la carte de la culpabilité. Tu sais que le divorce est finalisé. Sophie l'a mis à la porte de la maison. Il n'a absolument nulle part où aller. Il est dévasté. Mon chéri, toute sa vie s'effondre. Ton père et moi ne pouvions pas le laisser dormir dans sa voiture ou dans un motel miteux. Alors, vous l'avez laissé entrer chez moi, demandai-je, pendant que j'étais hors du département. Tu es célibataire, Vincent, raisonne-t-elle, sa voix gagnant en confiance maintenant que le secret était vanté. Tu as 28 ans. Tu gagnes bien ta vie. Tu peux facilement séjourner dans un bel hôtel pendant un certain temps ou louer un autre endroit. Adrien a besoin de stabilité en ce moment. Il a besoin du confort d'une belle maison pour se remettre les idées en place. Tu dois bien ça à ton frère. Encaisse le coup pour la famille, d'accord? Sois le plus mature. Elle continue de parler, divaguant sur l'unité familiale et le pardon, mais j'ai cessé d'écouter. L'audace pure de leur acte résonne dans le couloir. Ils n'ont pas demandé. Ils ont simplement pris. Je ne raccroche pas immédiatement. Je la laisse parler, écoutant le son de sa voix justifier une véritable violation de domicile. Finalement, lorsqu'elle s'arrête pour reprendre son souffle, je parle. Je vais m'en occuper, dis-je doucement. Oh, merci, Vincent. Je savais que tu comprendrais. Tu es toujours celui sur qui on peut compter. Nous t'inviterons à dîner dimanche pour fêter ça. Je mets fin à l'appel. Le silence du couloir s'abat de nouveau sur moi. Je laisse tomber mon lourd sac de voyage sur le sol en béton.
J'ouvre la fermeture éclair du compartiment avant et sors mon robuste ordinateur portable de chantier. Je m'assieds en tailleur sur le sol du couloir, ouvre l'écran et le démarre. Je suis entrepreneur, mais je me spécialise dans les infrastructures modernes. Quand j'ai aménagé ce loft, je ne l'ai pas seulement câblé pour l'électricité. Je l'ai câblé pour un contrôle absolu. Le système domotique était de qualité professionnelle, le genre d'installation que l'on voit habituellement dans les propriétés commerciales haut de gamme. J'ouvre le portail administrateur. Il me faut moins de 30 secondes pour accéder aux journaux de sécurité. Je lis les données qui défilent sur l'écran. Il y a 4 jours, à 14 heures, quelqu'un a utilisé la clé de secours physique, celle que j'avais laissée dans une enveloppe scellée dans le coffre-fort de mon père pour les urgences de vie ou de mort absolue, pour ouvrir la porte. 10 minutes plus tard, le système a enregistré une réinitialisation manuelle sur le panneau de contrôle. Ils avaient effacé mon empreinte digitale et mon code hexadécimal, les remplaçant par un nouveau. Ils pensaient m'avoir enfermé dehors. Ils ne réalisaient pas qu'un contournement physique ne coupe pas les droits d'administration via le cloud si vous connaissez les protocoles de porte dérobée. Je ne me suis pas levé pour frapper à la porte. Je n'ai pas crié le nom de mon frère. J'ai laissé mes doigts voler sur le clavier. D'abord, j'ai accédé au routeur réseau. J'ai bloqué de manière permanente toutes les adresses MAC actuellement connectées au Wi-Fi. Adieu, Internet haut débit. Deuxièmement, j'ai accédé à la climatisation. Il faisait un frais 7 degrés Celsius dehors. J'ai annulé le thermostat, coupant complètement la matrice de chauffage. Troisièmement, j'ai accédé au tableau de disjoncteurs intelligents. J'ai coupé l'alimentation du centre de divertissement, des appareils de cuisine, du chauffe-eau et de chaque prise de courant dans l'espace de vie. La seule chose que j'ai laissée active était une seule lumière crue au plafond de la salle de bain. J'ai verrouillé les autorisations. Personne à l'intérieur de cet appartement ne pouvait changer les réglages sans mon autorisation numérique. J'ai fermé l'ordinateur portable, l'ai glissé dans mon sac et me suis levé. J'ai ajusté ma veste, ramassé mes bagages et tourné le dos à ma propre porte. Je suis sorti de l'immeuble et suis entré dans l'air froid du soir. Le commissariat de police se trouvait à quelques rues de là. Je n'ai pas couru. J'ai marché d'un pas régulier et mesuré. La colère en moi n'était pas chaude ou explosive. Elle était glaciale. C'était le genre de colère qui construit des structures, calcule les murs porteurs et se prépare à les démolir avec une précision absolue. Le commissariat sentait le café rassis, la cire à parquet et les gens fatigués. Je me suis approché du bureau d'accueil. Un brigadier a levé les yeux de son moniteur, observant mes bottes couvertes de poussière et ma lourde veste. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé. J'ai posé mon sac sur le comptoir, ouvert la poche latérale et sorti une épaisse chemise cartonnée. Je voyage toujours avec des copies papier de mes documents les plus importants. C'est une habitude que l'on apprend vite dans le bâtiment. Je dois signaler une effraction et une occupation illégale de ma propriété, dis-je, la voix stable. L'officier a soupiré, attrapant un bloc-notes. Conflit familial ou étranger? Mon frère, ai-je répondu. Il a utilisé une clé de secours volée pour accéder à mon domicile, a changé les serrures électroniques et y a élu domicile. J'ai l'acte de propriété, les factures de service public à mon nom, ma pièce d'identité et les journaux de sécurité numérique prouvant l'entrée non autorisée. J'ai fait glisser la chemise sur le comptoir. Je veux qu'il soit expulsé. Maintenant, pour comprendre comment ma famille en est arrivée au point où voler une maison semblait être une solution raisonnable, il faut comprendre la dynamique de la maison dans laquelle j'ai grandi. J'ai 3 ans de plus qu'Adrien, mais dès qu'il a su marcher, l'univers était censé tourner autour de lui. En psychologie, il y a un terme pour ça, l'enfant prodige. Adrien était charismatique, bruyant et demandait constamment de l'attention. J'étais calme, observateur et j'aimais démonter les choses pour voir comment elles fonctionnaient. Mes parents ont clairement montré leurs préférences, non pas par de grandes déclarations, mais par 1000 petits choix quotidiens. Si Adrien cassait une fenêtre en jouant au baseball, c'était un accident. Les garçons seront toujours des garçons. Si je laissais un outil sur l'établi, on me faisait la leçon sur la responsabilité et le respect de la propriété. J'ai commencé à tondre des pelouses à 14 ans pour m'acheter mes propres vêtements. Adrien a eu une voiture de sport flambant neuve pour son baccalauréat parce que mes parents ne voulaient pas qu'il se sente inférieur à ses amis. La règle de la maison était tacite mais absolue. Vincent gère ses propres problèmes.
La famille gère les problèmes d'Adrien. La plus grande réussite d'Adrien dans la vie a été d'épouser Sophie. Sophie était intelligente, belle et venait d'une famille avec un important patrimoine générationnel. Son père possédait une chaîne de concessionnaires automobiles de luxe. Quand ils se sont mariés, mes parents ont agi comme si Adrien avait gagné le prix Nobel de la paix. Ils se vantaient auprès de tous ceux qui voulaient bien les écouter de la maison immense de leur fils en banlieue et des abonnements au country club. Mais Adrien n'avait jamais appris à construire quoi que ce soit, et encore moins un mariage. Il pensait qu'une femme riche n'était qu'un autre parent, quelqu'un censé subvenir à ses besoins pendant qu'il faisait ce qui lui plaisait. Il a dépensé son argent, a refusé de conserver un emploi stable et a finalement commencé à la tromper. Sophie ne l'a pas toléré. Elle n'était pas notre mère. Il y a 3 semaines, elle a emballé ses vêtements de marque dans des sacs poubelles, les a laissés sur l'allée, a changé les serrures de sa maison et lui a remis les papiers du divorce. Quand Adrien est tombé, il est tombé de haut. Et fidèles à eux-mêmes, mes parents se sont précipités pour le rattraper. Ils se sont lancés dans une frénésie, essayant d'amortir le choc pour leur garçon parfait, mais ils vivaient dans un petit 2 pièces de retraite. Ils n'avaient ni l'espace ni le luxe auquel Adrien était habitué. Et puis ils m'ont regardé, moi, le fiable, celui qui ne demandait jamais rien. Celui qui venait de finir de construire quelque chose de magnifique. Ils ont vu ma vie, ma stabilité, et ont décidé que c'était le sacrifice parfait à déposer aux pieds d'Adrien. Ils croyaient honnêtement que parce que nous partagions le même sang, mes réalisations étaient simplement des biens communs attendant d'être redistribués chaque fois que l'enfant prodige se cognait l'orteil. Ils ne comprenaient pas ce que cet appartement signifiait pour moi. Ils pensaient que c'était juste un endroit pour dormir. Ils n'avaient aucune idée du sang, de la sueur et de la pure force de volonté qu'il a fallu pour lui donner vie. Il y a 2 ans, j'ai trouvé l'espace. C'était un loft de stockage abandonné au-dessus d'une imprimerie en faillite. Le toit fuyait. Le câblage était un risque d'incendie imminent. Et le sol était couvert de décennies de crasse. Personne n'en voulait. Mais en tant qu'ingénieur civil, je ne voyais pas les ordures. Je voyais la structure. Je voyais les briques apparentes cachées sous du placo bon marché. Je voyais les énormes poutres en nid en acier. J'ai signé un bail de 10 ans en béton armé avec le propriétaire de l'immeuble avec une clause m'autorisant à vider et rénover l'espace en échange d'un loyer bloqué. Pendant 6 mois, j'ai cumulé 2 emplois. Mon travail de jour à la gestion de chantier de construction commerciale et mon travail de nuit à la reconstruction de ma propre maison. J'ai abattu les murs pourris avec une masse jusqu'à ce que mes mains saignent à travers mes gants. J'ai loué une meuleuse de forte puissance et j'ai passé 3 week-ends à genoux à poncer le vieux sol en béton jusqu'à l'agrégat avant de couler et de niveler une finition parfaite en résine époxy. J'ai refait tout le réseau électrique moi-même, tirant des kilomètres de cuivre à travers de vieux conduits. J'ai conçu et construit une cuisine sur mesure, coulant un immense plan de travail en béton massif qui a nécessité 4 hommes pour le mettre en place. J'ai installé du verre intelligent dans la salle de bain, des stores occultants automatisés et un système de sécurité qui pourrait rivaliser avec une banque. Ce n'était pas juste un appartement. C'était mon CV. C'était la manifestation physique de ma compétence. Mon sanctuaire construit exactement selon mes spécifications. Je me souviens de la seule fois où Adrien est venu me rendre visite. C'était 1 mois après mon emménagement. Il a franchi la lourde porte en acier, chaussée de mocassins de créateur qu'il avait acheté avec la carte de crédit de sa femme. Il a regardé l'espace industriel, a plissé le nez devant les conduits apparents et a ricané. « Tu vis vraiment ici ?» avait-il demandé en riant. « On dirait un atelier clandestin. Sophie et moi avons une maison d'amis plus grande que ça. Pourquoi dois-tu toujours être si prolo, Vincent ?» Il s'était moqué. Il avait regardé l'aboutissement de mon travail le plus acharné et l'avait qualifié de camelote. Et maintenant, parce qu'il avait ruiné sa propre vie, il pensait qu'il pouvait simplement s'installer dans la maison qu'il avait insultée, changer les serrures et la revendiquer comme sienne. Debout dans le commissariat de police, regardant le brigadier examiner mes papiers, quelque chose en moi a finalement cédé. Pas avec un grand bruit, mais avec le clic silencieux et permanent d'une serrure qui se met en place. Le dernier fil d'obligation que je ressentais envers mes parents s'est entièrement rompu. Le bon fils qui maintenait toujours la paix, qui s'effaçait toujours, était mort. À sa place se trouvait un entrepreneur qui venait de trouver du personnel non autorisé sur son chantier, et j'étais sur le point de nettoyer le site.
La police n'aime généralement pas s'impliquer dans les litiges de propriété, préférant les classer comme des affaires civiles. Mais ma documentation était sans faille. J'avais le bail, les factures de services publics, les permis de construire à mon nom et les journaux numériques prouvant exactement quand la serrure avait été forcée. Il n'y avait aucune ambiguïté. C'était un cas d'école d'effraction, suivi d'une expulsion illégale. 30 minutes plus tard, je redescendais le familier couloir en briques, flanqué de 2 officiers en uniforme. Le pas lourd de nos bottes résonnait bruyamment. L'agent Leroy, un vétéran aux larges épaules et à l'attitude pragmatique, s'est approché de ma porte en acier noir et a frappé fort. « Police, ouvrez !» Il y eut un long silence suivi d'un bruit de tâtonnement de l'autre côté. La porte s'est ouverte. Là se tenait mon frère, Adrien. La seule vision suffisait à me faire serrer la mâchoire. Il portait mon peignoir de bain en coton épais gris foncé. Dans sa main droite, il tenait l'un de mes verres en cristal rempli d'un liquide ambré que j'ai immédiatement reconnu comme mon cher Scotch Macallan de 18 ans d'âge. Il a semblé confus, puis irrité, et enfin la panique a éclaté dans ses yeux quand il m'a vu derrière les officiers. « Que se passe-t-il ici » a demandé Adrien, sa voix se brisant légèrement. « Monsieur, êtes-vous le résident légal de cet appartement » a demandé l'agent Leroy, sa main reposant nonchalamment sur son ceinturon. Adrien a immédiatement endossé le rôle qu'il avait joué toute sa vie. La victime. Il a bombé le torse et a pris un air d'innocence blessée. Oui, enfin, c'est une maison de famille. Mon frère m'a laissé rester ici parce que je traverse un divorce vraiment terrible. J'essaie juste de me remettre sur pied et il fait une sorte de dépression nerveuse. Il a même essayé d'inverser les rôles de victime et d'agresseur avec les flics. C'était presque impressionnant de voir avec quel naturel le mensonge sortait de sa bouche. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis avancé en tenant ma chemise cartonnée. Agent, je n'ai jamais donné à cet homme la permission d'entrer chez moi. J'étais hors du département depuis 2 semaines. Il a utilisé une clé de secours volée pour accéder aux locaux et a modifié les serrures électroniques pour m'en refuser l'entrée. Je vous ai déjà fourni les journaux numériques et le contrat de location. Le visage d'Adrien est devenu rouge vif. Vincent, qu'est-ce que tu fous? Maman a dit que c'était bon. Tu ne peux pas me jeter à la rue comme ça. Nous sommes de la même famille. Monsieur, l'interrompit l'agent Leroy, son ton se durcissant instantanément. Le bail est uniquement au nom de monsieur Vincent. Vous n'avez aucun droit légal ici. Changer les serrures d'une propriété qui ne vous appartient pas constitue une expulsion illégale. Vous avez exactement 10 minutes pour rassembler les effets personnels que vous avez apportés et quitter les lieux, où vous partirez menotté pour violation de domicile et effraction. Mais je vis ici maintenant, génie Adrien, la façade sophistiquée s'effondrant pour révéler celle d'un enfant capricieux. Maman m'a donné la clé. Elle a dit que c'était à moi jusqu'à ce que je me remette sur pied. Alors vous pourrez voir ça avec votre mère, a dit le second officier, entrant dans l'embrasure de la porte et faisant un geste vers l'intérieur. 10 minutes. On y va. Adrien m'a regardé, une haine pure émanant de ses yeux. Il a claqué le verre en cristal sur le comptoir en béton, mon comptoir en béton, renversant le scotch coûteux, et a passé les officiers pour aller faire ses valises dans la chambre. Je suis resté dans l'embrasure de la porte et je l'ai regardé. Je ne ressentais pas la moindre pitié. J'ai inspecté mon salon. L'endroit que j'avais laissé impeccable était un désastre. Il y avait des boîtes de plats à emporter sur la table basse. Mes étagères soigneusement organisées avaient été poussées de côté pour faire de la place à son énorme moniteur de jeu. Adrien est ressorti exactement 9 minutes plus tard, traînant 2 grandes valises de créateur. Il était essoufflé et me lançait des regards assassins. « Tu es un monstre, Vincent » a-t-il craché, s'arrêtant juste devant moi. « Maman et papa ne te le pardonneront jamais. Tu es mort pour cette famille. » Je l'ai regardé, complètement imperturbable. « Laisse le peignoir, Adrien. » Il a cligné des yeux. « Quoi ? » « C'est mon peignoir, dis-je, la voix neutre. »« Enlève-le. » Il m'a fixé, humilié, tandis que les 2 policiers observaient en silence, les mains tremblantes. Il a retiré le lourd peignoir en coton, le laissant dans le couloir en t-shirt et pantalon de survêtement froissé. Il a jeté le peignoir à mes pieds, a attrapé ses valises et s'est dirigé vers l'ascenseur en marmonnant des jurons. Les officiers sont restés assez longtemps pour s'assurer qu'il quittait bien l'immeuble.
Ils m'ont donné un numéro de rapport d'incident et m'ont conseillé de changer immédiatement le cylindre de la serrure. Je les ai remerciés, j'ai verrouillé la porte derrière eux et je me suis enfin retrouvé seul dans ma propre maison. Mais la victoire fut de courte durée. J'ai allumé les lumières en utilisant la commande principale sur mon téléphone et j'ai vraiment regardé l'appartement. L'ingénieur en moi a pris le dessus. Il était temps d'évaluer les dégâts. J'ai traversé l'espace silencieux, mes lourdes bottes ne faisant absolument aucun bruit sur les tapis. L'adrénaline qui avait parcouru mes veines pendant la confrontation s'estompait complètement maintenant. Remplacé par l'état hyper concentré, incroyablement froid et analytique dans lequel j'entre toujours lorsque j'évalue un chantier commercial compromis. Je ne me sentais pas comme une victime dont le sanctuaire avait été violé. Je me sentais comme un auditeur forensique entrant dans une zone sinistrée, prêt à calculer le coût exact de la négligence catastrophique de quelqu'un d'autre. Je suis allé directement dans mon bureau, j'ai ouvert mon lourd coffre-fort mural ignifuge et j'ai sorti mon appareil photo réflexe numérique professionnel. J'ai pris le temps de fixer un flash externe de grande puissance. Puis, j'ai attrapé mon épais carnet de chantier relié en cuir, quelques crayons graphite robustes et un mètre ruban en acier. Il était temps de se mettre au travail, et j'allais être méticuleux sur chaque millimètre de cet endroit. Adrien n'était resté chez moi que 4 jours, soit 96 heures. Mais un homme qui n'a jamais respecté la valeur du travail acharné. Un homme dont les dégâts ont toujours été nettoyés par une femme riche ou des parents complaisants peut causer une quantité de destructions étonnantes, presque à couper le souffle, en 96 heures. J'ai commencé mon évaluation dans la cuisine. Ma fierté absolue dans tout ce loft était l'énorme îlot central. Je l'avais coulé moi-même à partir d'un mélange personnalisé de béton renforcé de fibres de verre à haute résistance. J'avais passé d'innombrables heures à le polir avec des tampons diamantés jusqu'à ce qu'il soit lisse comme du verre. Et puis je l'avais scellé avec une résine époxy de qualité commerciale supérieure pour le rendre invincible. Je me suis approché de l'endroit exact où Adrien avait claqué mon verre en cristal quelques minutes plus tôt. Il n'avait pas seulement renversé du scotch cher. Il avait tranché des citrons frais directement sur la surface sans utiliser de planche à découper. L'acide citrique des citrons avait complètement rongé le scellant époxy protecteur, laissant de profondes marques de gravure blanche et troubles directement dans la matrice de béton sombre. On ne peut pas simplement essuyer ça avec une éponge humide. Le réparer signifiait faire venir de lourdes meuleuses à eau industrielle, décaper toute la surface de plus de 3 mètres jusqu'à la couche de base, repolir le béton à nouveau, et appliquer une nouvelle couche de résine sur tout l'îlot pour qu'elle durcisse uniformément. La main-d'œuvre spécialisée à elle seule coûterait des milliers d'euros. J'ai pris 4 photos haute résolution sous différents angles, en m'assurant que le flash mettait parfaitement en évidence les brûlures chimiques. Ensuite, le parquet du salon principal. Lors de la rénovation, j'avais installé des lames de noyer brésilien massif de 20 mm d'épaisseur flottant sur une sous-couche d'insonorisation de qualité supérieure. Le noyer brésilien est incroyablement dense. Il faut beaucoup de force délibérée pour l'endommager. Je me suis agenouillé sur le sol, passant ma main nue sur le bois. Il y avait des entailles profondes et déchiquetées sur une longueur continue de plus de 4 mètres en plein milieu de la pièce. Adrien avait traîné ses lourdes et surdimensionnées valises de créateur, qui avaient clairement une roue métallique cassée, directement sur le bois nu au lieu de les porter. Les rayures étaient bien trop profondes pour être simplement polies avec de la cire pour parquet. Réparer cela signifiait que je devrais enlever les plinthes, arracher les lames emboîtables endommagées, en installer de nouvelles, puis poncer et reteindre complètement tout le sol du salon pour m'assurer que la couleur et la finition correspondaient parfaitement sans aucune jointure visible. J'ai posé mon mètre ruban en acier jaune vif juste à côté des énormes entailles pour l'échelle et j'ai pris une douzaine de photos macro, documentant la profondeur exacte de la destruction. La salle de bain principale était encore pire. J'avais installé une cabine de douche en verre intelligent high-tech, du genre qui passe du transparent au complètement dépoli d'une simple pression sur un interrupteur mural. Mais le système fonctionnait mal. Adrien avait réussi à fissurer le panneau de commande numérique étanche monté sur le mur carrelé, probablement en lançant quelque chose de lourd dessus lors d'une crise de colère. La couche de cristaux liquides d'intimité à l'intérieur des épais panneaux de verre fuyait, créant une énorme et laide tache sombre en plein centre de la porte. L'ensemble du panneau de verre sur mesure devrait être jeté, commandé sur mesure auprès du fabricant et remplacé par un technicien spécialisé. Je me suis déplacé systématiquement de pièce en pièce. J'ai documenté les vilaines marques de brûlure noire sur la balustrade du balcon extérieur où il avait négligemment éteint ses cigares.
J'ai photographié une bosse notable sur la porte du réfrigérateur en acier inoxydable brossé. J'ai noté les bouteilles de spiritueux haut de gamme manquantes dans mon meuble-bar et les draps de lit en coton égyptien tachés de vin complètement ruinés qui devaient être jetés à la poubelle. Je me tenais au milieu du désordre absolu créé par ma propre chair et mon propre sang, regardant l'écran de l'appareil photo. Avant de vous dire comment je lui ai fait payer chaque centime de ce désastre, dites-moi dans les commentaires. Votre famille a-t-elle déjà fait quelque chose qui a tellement dépassé les bornes que vous avez dû tracer une limite permanente? À chaque déclic de l'obturateur de l'appareil photo, le tableur mental massif dans ma tête se mettait à jour. Je n'évaluais pas cela comme un grand frère indulgent prêt à ignorer quelques égratignures. Je l'évaluais exactement comme un entrepreneur général agréé traitant avec un locataire voyou et destructeur. J'ai pris en compte le coût de détail actuel des matériaux de remplacement de qualité supérieure, la majoration standard de l'industrie pour une expédition accélérée et le taux horaire des maîtres artisans. Plus important encore, j'ai pris en compte mon propre taux horaire professionnel en tant que chef de projet supervisant les réparations nécessaires. Quand j'ai finalement terminé mon inspection, je me suis assis à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau fichier de projet. Je l'ai nommé « Expulsion d'Adrien ». J'ai téléchargé les images haute résolution, joint les journaux d'accès de la serrure intelligente et commencé à rédiger un devis d'entrepreneur formel et détaillé. Le total s'élevait à un peu plus de 25 000 €. J'ai regardé ce chiffre massif briller sur l'écran et je n'ai ressenti qu'une clarté froide et satisfaisante. Il allait payer. Au moment où je me suis réveillé le lendemain matin, mon téléphone portable était une véritable zone de guerre. J'ai vérifié l'écran et j'ai vu 47 appels manqués et des dizaines de SMS. Ma mère avait laissé 3 messages vocaux incroyablement longs, et son ton changeait radicalement dans chacun d'eux. Le premier était sur un ton de négociation, suppliant, me demandant de me calmer et de leur parler. Le deuxième était plein de sanglots furieux, m'accusant d'avoir jeté mon propre frère dans les rues glaciales. Le troisième n'était que pure rage. Mon père avait envoyé un énorme pavé de texte détaillant comment je déchirais à moi seul notre famille aimante. Il se plaignait qu'Adrien dormait actuellement sur leur canapé de salon grumeleux et inconfortable, que ma mère n'avait pas cessé de pleurer de toute la nuit, et qu'il était profondément dégoûté par mon manque de compassion et d'empathie. Même des parents éloignés, des tantes et des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 3 ans, se sont soudainement manifestés, faisant exploser mon téléphone pour me traiter de monstre impitoyable et sans cœur qui se souciait plus d'un stupide appartement que de vies humaines. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux, pas un mot. J'ai immédiatement employé la méthode de la roche grise. C'est une tactique psychologique où l'on devient aussi totalement insensible et inintéressant qu'une roche grise, privant les personnes manipulatrices et narcissiques du drame émotionnel dont elles ont désespérément besoin pour survivre. Je suis allé directement dans les paramètres de mon téléphone, j'ai mis en sourdine toutes leurs notifications et j'ai redirigé chacun de leurs numéros directement vers la messagerie vocale. Le silence à l'intérieur de mon appartement est resté magnifiquement ininterrompu. À 9 h du matin précise, j'ai appelé mon avocat, Daniel. Daniel était un homme vif, agressif et pragmatique dans la fin de sa quarantaine, spécialisé dans les litiges immobiliers commerciaux et le droit des contrats à enjeux élevés. Je faisais appel à son cabinet pour mon entreprise de construction depuis des années. Je lui ai envoyé par email sécurisé l'intégralité du dossier numérique que j'avais compilé la nuit précédente, le contrat de location signé, les journaux de sécurité de la serrure intelligente, le numéro officiel du rapport d'incident de la police, les photographies haute résolution et mon devis d'entrepreneur détaillé de 25 000 €. Daniel m'a rappelé exactement 20 minutes plus tard. Sa voix crépitait clairement à travers les haut-parleurs Bluetooth de mon camion alors que je me rendais sur un chantier. « Vincent, je viens d'examiner le dossier. C'est absolument blindé. L'expulsion illégale à elle seule nous donne des motifs pour de lourdes sanctions légales dans cette région. Les importants dommages matériels ne sont que le coup de grâce. Voulez-vous que j'envoie une lettre de mise en demeure formelle pour lui faire peur ou allons-nous directement déposer une plainte au civil? Laissez tomber la lettre d'avertissement, lui ai-je dit, m'insérant sur l'autoroute bondée. Déposez la plainte immédiatement. Demandez le maximum de dommages et intérêts autorisés. Et Daniel, en aucun cas nous ne proposons ni n'acceptons de règlement à l'amiable. Je veux qu'un juge se prononce sur cette affaire. Parfaitement compris, répondit Daniel avec aisance. Il va probablement essayer de prétendre que les dommages étaient un accident inévitable ou juste une usure normale due à son déménagement. Nous pouvons facilement anéantir cet argument avec vos photos, mais honnêtement,
ce serait beaucoup plus facile et rapide si nous avions une preuve solide d'un schéma de comportement, quelque chose montrant qu'il fait ça exprès. Cette phrase spécifique m'a donné une idée. Pendant ma pause déjeuner, je me suis assis dans mon camion et j'ai passé un appel téléphonique très spécifique. 2 heures plus tard, j'étais assis à la terrasse ombragée d'un café chic et hors de prix du centre-ville. Un énorme SUV de luxe noir s'est garé sur le trottoir et Sophie, la riche ex-femme d'Adrien, en est sortie. Elle était absolument impeccable, vêtue d'un blazer de créateur sur mesure et de grandes lunettes de soleil sombre, semblant totalement sereine et rayonnant de l'énergie d'une femme qui venait de se débarrasser de 80 kg de poids mort. Elle s'est approchée, s'est assise en face de moi, a commandé un expresso glacé et m'a offert un sourire poli et entendu. « Vincent, je dois admettre que j'ai été vraiment surprise de recevoir ton appel ce matin. Je supposais que tu faisais partie du grand blocus familial contre moi. » « Je ne fais plus partie de cette famille, dis-je simplement, la regardant dans les yeux. Je lui ai rapidement et calmement expliqué toute la situation, l'effraction pendant mon absence, le béton sur mesure détruit, le parquet en noyer brésilien raviné, l'escorte policière et la plainte au civil massive que je venais d'autoriser mon avocat à déposer. Sophie a écouté en silence, sirotant son café glacé. Quand j'ai finalement fini de détailler le devis de 25 000 €, elle a posé son verre sur la table et a laissé échapper un rire sec et sans aucune once d'humour. « Mon Dieu, il est si incroyablement prévisible », murmura-t-elle en secouant la tête. Il pique une énorme crise de colère, casse des choses chères qu'il n'a pas payées, et s'attend simplement à ce que quelqu'un d'autre arrive et nettoie tout. Il m'a fait exactement la même chose. C'est en fait la raison finale pour laquelle je l'ai mis à la porte de ma maison. Elle a plongé la main dans son sac à main en cuir coûteux, en a sorti une élégante clé USB argentée et l'a fait glisser sur la table en marbre vers moi. J'ai aussi un système de sécurité domotique complet de qualité professionnelle, Vincent. À l'intérieur et à l'extérieur du domaine. L'après-midi où je lui ai remis les papiers officiels du divorce. Il a complètement perdu la tête. Il a pris un club de golf en métal pour s'attaquer au placard de ma cuisine sur mesure et a jeté un lourd vase en cristal à travers un vitrail ancien dans le hall d'entrée. J'ai demandé à mon équipe de sécurité de récupérer toutes les images au cas où j'aurais besoin de demander une ordonnance restrictive d'urgence. Tout est sur cette clé en haute définition. J'ai pris le petit dispositif métallique. Il semblait lourd de conséquences. C'était la pièce manquante exacte que Daniel avait demandé. Elle établissait un schéma clair, indéniable et juridiquement contraignant de destruction malveillante de biens. Chaque fois qu'Adrien était en colère. « Pourquoi me donnez-vous cette preuve ?» ai-je demandé, mettant la clé dans ma poche. Sophie a gracieusement ajusté ses lunettes de soleil. « Parce que pendant 3 longues années, vos parents m'ont fait sentir que j'étais l'épouse folle et exigeante simplement parce que j'attendais de leur fils parfait qu'il se comporte comme un homme adulte. Je veux qu'il affronte enfin la dure réalité qu'il a esquivée toute sa vie. Plume-le, Vincent. Ruine-le. » L'audience au tribunal civil a été officiellement programmée et a eu lieu exactement 6 semaines plus tard. Je suis arrivé tôt au palais de justice du centre-ville, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé, me sentant complètement calme. Daniel m'a rejoint dans le hall en marbre résonnant, portant un épais et lourd classeur en cuir contenant toutes nos pièces à conviction imprimées et un ordinateur portable sécurisé. Nous sommes entrés dans la salle d'audience lambrissée et avons pris place avec assurance à la table du demandeur. 10 minutes plus tard, les lourdes portes doubles au fond de la salle ont grincé en s'ouvrant et ma famille est entrée ensemble. C'était un spectacle vraiment pathétique à voir. Adrien portait un costume gris bon marché qui était clairement au moins une taille trop grande pour lui. Il l'avait probablement emprunté au fond de l'armoire de mon père. Il avait l'air épuisé, pâle et intensément nerveux, ses yeux balayant la pièce. Ma mère le flanquait étroitement sur le côté droit, l'air fragile et serrant un mouchoir en papier froissé dans ses mains, clairement prête à déployer ses larmes stratégiques à tout moment. Mon père marchait légèrement derrière eux, gardant la tête baissée et refusant absolument de croiser mon regard. Ils ont pris place tranquillement à la table de la défense de l'autre côté de l'allée. La juge, une femme sévère aux yeux perçants dans la fin de sa cinquantaine qui semblait n'avoir aucune tolérance pour les bêtises, a appelé le numéro de l'affaire et a demandé aux 2 parties leur déclaration liminaire. L'avocat de la défense d'Adrien était un homme bon marché et désorganisé dont le costume semblait aussi froissé que ses arguments. Il s'est levé et a immédiatement tenté de présenter toute l'affaire comme un simple et tragique malentendu familial. Il a affirmé haut et fort que ma mère avait donné à Adrien l'autorisation verbale d'accéder à l'appartement, qu'Adrien croyait sincèrement être un invité bienvenu.
Et que les dommages importants n'étaient que des conséquences purement accidentelles d'un processus de déménagement très stressant et émotionnel. Pile au bon moment. Ma mère a reniflé bruyamment depuis les bancs en bois de la galerie, s'épongeant agressivement les yeux pour maximiser l'effet théâtral pour la juge. Daniel s'est levé à son tour. Il n'a pas élevé la voix. Il ne s'est pas engagé dans leur théâtre émotionnel ridicule ou leur drame familial. Il a simplement et méthodiquement exposé les données brutes. D'abord, il a présenté le contrat de location juridiquement contraignant prouvant ma location unique et incontestée de la propriété. Puis il a allumé son ordinateur portable et a projeté les journaux de données de la serrure intelligente directement sur le grand écran de la salle d'audience. Il a expliqué pas à pas à la juge l'horodatage exact de l'entrée forcée à l'aide de la clé de secours et l'annulation manuelle subséquente des codes de sécurité électronique. « Votre honneur », dit Daniel avec aisance, sa voix tranchant dans la pièce silencieuse. Un invité bienvenu n'efface pas manuellement les codes d'accès électronique du résident principal pour l'enfermer dehors. Cette preuve numérique démontre une préméditation claire et indéniable d'occuper illégalement les lieux contre la volonté de mon client. La juge a hoché lentement la tête, son expression se durcissant alors qu'elle prenait des notes assidûment. Puis vint la question des dommages. Daniel a officiellement soumis mon devis d'entrepreneur détaillé de 25 000 € comme preuve. L'avocat d'Adrien a immédiatement bondi et s'est opposé, prétendant sauvagement que les chiffres étaient grossièrement gonflés pour punir son client. Daniel a calmement contré cela en remettant à la juge une épaisse pile de 3 devis certifiés indépendants d'autres entreprises de construction générales agréées de la ville. Leurs estimations étaient en fait quelques milliers d'euros plus élevées que la mienne. Mon client est un entrepreneur professionnel entièrement agréé, votre honneur, expliqua patiemment Daniel. Les matériaux détruits par le défendeur étaient des installations sur mesure et de très haute gamme. Nous ne cherchons qu'à obtenir la valeur de remplacement exacte des matériaux et les taux de main-d'œuvre horaires standards en vigueur nécessaires pour restaurer la propriété dans son état d'origine. Finalement, Daniel a cliqué sur un bouton de son ordinateur portable. La défense prétend que les dommages massifs à la propriété étaient un simple accident. Nous soumettons cette preuve vidéo, obtenue légalement de l'ex-conjointe du défendeur. Établissant un schéma hautement documenté et indéniable de destruction malveillante de biens lorsque le défendeur est en situation de détresse émotionnelle. La vidéo de sécurité a été diffusée sur le grand écran en haute définition. Toute la salle d'audience a regardé dans un silence stupéfait les images capturant Adrien hurlant à plein poumon, prenant un club de golf en métal et brisant à plusieurs reprises une magnifique porte de placard de cuisine sur mesure en éclats avant de saisir un lourd vase en cristal et de le lancer à travers un vitrail ancien. Le visage d'Adrien a perdu toute couleur. Il s'est affaissé sur sa chaise en bois, fixant d'un air absent la table de la défense. Ma mère a instantanément cessé ses faux pleurs et a regardé l'écran de projection avec une horreur sincère et bouche bée. Mon père a enfoui son visage profondément dans ses mains. L'illusion soigneusement entretenue toute une vie de l'enfant prodige innocent était diffusée en haute définition pour le dossier judiciaire officiel. La juge n'a même pas eu besoin de suspendre l'audience pour délibérer dans son bureau. Elle a regardé par-dessus ses lunettes de lecture en direction d'Adrien avec une expression de dégoût absolu et non dissimulée. Les preuves présentées aujourd'hui sont absolument accablantes, a-t-elle déclaré fermement, sa voix résonnant avec autorité. Ce n'était pas un malentendu familial. C'était une violation flagrante et calculée des droits de propriété et la destruction intentionnelle et malveillante d'une résidence privée. Je statue entièrement en faveur du demandeur pour le montant total demandé de 25 000 € plus tous les frais de justice et frais de cour associés. Elle a pris son marteau en bois et a frappé le socle. Le son a retenti exactement comme un coup de feu. L'exécution était complète et il n'y avait aucun appel possible à la vérité. Le large couloir en marbre juste à l'extérieur de la salle d'audience était silencieux, à l'exception des sons étouffés et lointains d'autres procédures judiciaires se déroulant plus loin. Daniel m'a serré fermement la main, a rangé son ordinateur portable et ses dossiers dans sa mallette en cuir, et s'est dirigé vers la batterie d'ascenseur, me félicitant pour une victoire sans faille. Je suis resté en arrière, debout complètement seul près des hautes fenêtres cintrées, regardant en silence le trafic animé de la ville se déplaçant dans les rues en contrebas. Un instant plus tard, les lourdes portes en bois de la salle d'audience se sont ouvertes violemment, et ma famille est sortie dans le couloir. La réalité écrasante d'un jugement légal de 25 000 € les avait enfin physiquement frappés. Adrien n'avait absolument aucun bien personnel à son nom. Il n'avait pas de compte d'épargne. Il n'avait pas d'emploi. L'ordonnance du juge était absolue. S'il ne payait pas la somme en totalité,
son salaire serait sévèrement saisi indéfiniment dès l'instant où il parviendrait à trouver un emploi, et sa cote de crédit personnel serait définitivement détruite pour le reste de sa vie d'adulte. Mes parents savaient exactement ce que cela signifiait. Ils savaient parfaitement que sauver leur précieux et parfait garçon de la ruine financière totale et de la faillite allait les obliger à liquider une part importante de leur propre compte de retraite. Ma mère s'est séparée du groupe et a marché délibérément vers moi, ses talons claquant agressivement sur le sol en marbre. Ses yeux étaient encore rouges de la salle d'audience, mais il n'y avait absolument aucune tristesse ni supplication en eux. Il n'y avait qu'une fureur pure et sans mélange. Mon père et Adrien sont restés en retrait près des lourdes portes, fixant le sol, bien trop lâches pour s'approcher et m'affronter directement. « Tu es content maintenant » a-t-elle sifflé venimeusement, s'arrêtant à quelques mètres de moi. Ses mains se sont serrées en poing. « Tu viens de ruiner complètement la vie de ton propre frère. Tu as pratiquement volé tes propres parents. Nous allons devoir puiser profondément dans nos économies de retraite pour payer ce jugement vindicatif et ridicule. Tu as détruit toute cette famille pour un stupide appartement. » J'ai baissé les yeux sur elle, étudiant son visage. J'ai réalisé à ce moment précis que je ne ressentais plus de colère. Je ne me sentais pas trahi. Je ressentais juste un profond sentiment de vide, comme si je regardais une parfaite inconnue dont les problèmes personnels ne me concernaient absolument pas. « Je n'ai rien détruit », ai-je répondu, ma voix restant dangereusement calme et parfaitement égale. Adrien a enfreint la loi. Vous l'avez activement encouragé et soutenu. La juge l'a simplement tenu pour responsable de ses propres actes. C'est exactement comme ça que le monde réel fonctionne en dehors de votre salon. C'est ton petit frère, s'est-elle écriée, sa voix résonnant de manière stridente dans le long couloir en marbre. La famille est censée s'aimer inconditionnellement. La famille pardonne les erreurs. La famille est censée s'aimer et se traiter mieux que des étrangers. Je l'ai corrigé froidement, sans rompre le contact visuel. Si un étranger anonyme était entré par effraction chez moi, avait changé mes serrures électroniques et avait intentionnellement causé des dizaines de milliers d'euros de dommages matériels, j'aurais poussé le procureur à requérir des poursuites pénales maximales. Je me serais assuré qu'il soit mis en cellule. J'ai laissé Adrien partir aujourd'hui avec une simple sanction civile. Prendre son argent au lieu de prendre sa liberté a été mon dernier acte de miséricorde envers cette soi-disant famille. N'essayez plus jamais de me contacter. Je lui ai tourné le dos avant même qu'elle puisse ouvrir la bouche pour formuler une réponse. Je me suis éloigné d'un pas régulier vers les ascenseurs. En marchant, j'ai sorti mon téléphone portable de ma poche, je suis allé dans mes contacts et j'ai bloqué de manière permanente son numéro, le numéro de mon père et le numéro d'Adrien. Les portes d'ascenseur en métal poli se sont ouvertes avec un doux carillon. Je suis entré nonchalamment à l'intérieur. J'ai appuyé sur le bouton lumineux du rez-de-chaussée et j'ai regardé le visage pâle et profondément choqué de ma mère disparaître à jamais derrière les portes métalliques qui se fermaient. Le lourd verrou de ma vie s'était enfin refermé, sécurisant tout à l'intérieur. 6 mois complets s'étaient écoulés depuis le son de ce marteau résonnant dans la salle d'audience. La lente transition de la fin de l'automne au début du printemps avait enfin insufflé une vie nouvelle et vibrante à la ville. Le temps était parfait. Je me tenais sur la terrasse privée sur le toit de mon immeuble, utilisant une paire de pinces en métal pour retourner une belle entrecôte épaisse et parfaitement persillée sur mon énorme grille en acier inoxydable. L'air du soir sentait incroyablement bon, un mélange de fumée de bois riche, de viande grillée et de la faible brise fraîche et salée soufflant constamment depuis le port de la ville. Juste derrière moi, les lourdes portes coulissantes en verre menant à mon loft étaient grandes ouvertes pour laisser l'air frais circuler. À l'intérieur, l'appartement était absolument impeccable. En fait, il était bien mieux qu'impeccable. La somme massive de 25 000 € avait été créditée sur mon compte bancaire professionnel exactement 30 jours après que la juge eut rendu sa décision. Je savais pertinemment que mes parents avaient été contraints de vider une grande partie de leur fonds de retraite pour payer la pénalité au nom d'Adrien. Mais honnêtement, je n'en ai pas perdu une seule seconde de sommeil. J'ai pris cet argent et j'ai utilisé les fonds exactement comme ils étaient prévus. J'ai engagé une équipe hautement spécialisée et coûteuse pour venir polir mon îlot de cuisine en béton sur mesure jusqu'à obtenir une finition miroir impeccable. Le parquet en noyer brésilien ruiné a été entièrement arraché et remplacé, méticuleusement poncé et parfaitement vitrifié, brillant richement sous la chaude lumière du soleil de l'après-midi. J'ai également profité de l'occasion pour faire quelques sérieuses améliorations de sécurité. La serrure intelligente standard sur la lourde porte d'entrée en acier était maintenant entièrement partie,
remplacé par un scanner d'empreintes digitales biométriques de qualité professionnelle câblé avec un logiciel de cryptage de qualité militaire. Le code maître ne pourrait absolument plus jamais être contourné avec une clé de secours physique. Ma forteresse personnelle était désormais absolue et impénétrable. Ces entrecôtes ont l'air vraiment bonnes, mec, dit Julien, sortant sur la terrasse et me tirant de mes pensées. Il me tendit une bouteille de bière importée, froide et perlée de condensation. Julien était mon plus vieil et plus fidèle ami, un gars que je connaissais depuis nos années d'université, qui travaillait maintenant à mes côtés en tant qu'ingénieur en structure. Laisse-les reposer exactement 5 minutes de plus, lui dis-je, prenant une longue gorgée rafraîchissante de la bière froide. En regardant à l'intérieur du loft vivement éclairé, 3 de mes meilleurs collègues de l'entreprise de construction commerciale étaient assis autour de ma grande table à manger, riant bruyamment à une blague que quelqu'un venait de raconter. La musique jouait à un volume bas, confortable et ambiant. C'était un rassemblement relativement restreint, juste quelques types solides qui comprenaient vraiment la valeur du travail acharné, du respect et de la loyauté. « Tu as eu des nouvelles d'eux ?» demanda Julien à voix basse, s'appuyant les coudes contre le parapet en briques et regardant pensivement la ligne d'horizon scintillante de la ville. Il n'avait pas besoin de préciser à qui le mot « eux » faisait référence. « Non », dis-je simplement, gardant les yeux fermement fixés sur le grill chaud, et je n'en aurai jamais. La limite est gravée dans le marbre de façon permanente. J'avais occasionnellement entendu de vagues nouvelles par le bouche à oreille, principalement des ragots de connaissances communes et de parents éloignés qui consultent encore mes réseaux sociaux. Apparemment, Adrien dormait toujours misérablement sur le canapé grumeleux de mes parents. Il passait rapidement d'un terrible emploi au salaire minimum à un autre, blâmant constamment le monde entier, son ex-femme et moi pour ses échecs massifs. Mes parents se plaignaient soi-disant encore amèrement à quiconque voulait bien les écouter de leur fils aîné cruel, ingrat et au cœur de pierre. Mais tout ce bruit ressemblait à un mauvais film projeté dans une toute autre pièce avec le volume baissé au minimum. Ça ne m'atteignait pas. Ça ne pouvait plus m'atteindre. J'ai regardé à l'intérieur de ma belle maison. La lumière dorée déclinante du soleil de l'après-midi frappait le comptoir en béton poli, illuminant les minuscules grains de poussière dansant joyeusement dans l'air. Cet espace était complètement et entièrement le mien. Je l'avais acquis par mon propre travail intense, conçu avec mon propre intellect, et défendu violemment avec des faits froids, durs et indéniables. Partager le sang avec quelqu'un ne lui donne pas le droit de drainer votre santé mentale. Partager de l'ADN n'est absolument pas un chèque en blanc pour détruire librement ce que vous avez minutieusement construit. Certaines leçons de vie sont incroyablement chères à enseigner, et certains ponts doivent absolument être brûlés jusqu'aux fondations pour que le feu puisse éclairer votre chemin dans l'obscurité. J'ai retiré les entrecôtes parfaitement cuites du grill chaud, les déposant soigneusement sur une épaisse planche à découper en bois pour qu'elles reposent. J'ai respiré profondément l'air frais du soir, ressentant un profond et inébranlable sentiment de paix véritable. J'étais un bâtisseur. J'avais trouvé la pourriture profonde qui se propageait dans les fondations, et je l'avais retirée chirurgicalement. Maintenant, il ne restait absolument plus rien à faire que de profiter paisiblement de la maison solide et magnifique que j'avais construite.